Il y a la population qui évolue dans cet espace, et puis il y a la puissance publique qui représente ce qu'on appelle l'État. Cette puissance publique est censée s'exercer sur l'ensemble de cet espace, l'ensemble de ces territoires. Et cet État, on le retrouve à travers ces organes, ces institutions. C'est l'exécutif, c'est les législatifs, c'est les judiciaires. Mais cet État n'a vraiment de l'importance que si ces trois composantes que je vais vous donner sont réels et s'inscrivent dans une logique de modernisation. Les structures de l'État, ce sont les organes auxquels je venais de faire allusion. Et ces organes vont jusqu'au niveau le plus bas. Notre Constitution parle du pouvoir central, de la province, des entités territoriales décentralisées. Donc, les structures. Deuxièmement, un élément important de l'État, c'est la culture. La culture d'administration, la culture de gouvernance, la culture de ceux qui gouvernent. Est-ce qu'ils ont une culture qui va vers la modernisation? À un moment donné, on nous avait parlé de la culture de la modernité. Ou bien on a une culture villageoise. Une culture, par exemple, de cueillette. Ou bien on a une culture d'épargne. On a une culture de développement. L'État, c'est aussi sa capacité. Pour pouvoir évaluer l'État, on voit sa capacité. Est-ce que c'est un État capable? Est-ce qu'il gouverne? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est obéi? C'est tout cela qu'il faut voir dans l'État. L'État de droit, je prendrai une définition simple. Je vais reprendre rapidement ce que le professeur Kumbu de la faculté des droits dominicaine a dit. Il dit, c'est la soumission de tous au droit. La soumission de tous. Les organes, ça veut dire ce que j'ai cité, l'exécutif d'un pays se soumet au droit. Les législatifs d'un pays se soumettent au droit. Les judiciaires se soumettent au droit. Tous les agents qui appliquent du président de la République, premier ministre, député, sénateur, jusqu'au niveau du plus bas. À partir de ce moment-là, on peut penser à un état de droit. Tout le monde se soumet au droit. Il n'y a personne qui est au-dessus de loi. Se soumettre au droit, ça veut dire appliquer les lois et les règlements en vigueur dans le pays. Quand on regarde notre Constitution, dès l'article 1er, il est dit que la République démocratique du Congo est un état de droit. Dans l'article 1er de la Constitution. Et quand on regarde les titres 2 de la Constitution, on trouve 51 articles qui traitent de droits du citoyen. Et on trouve 6 articles qui traitent des devoirs du citoyen. Parce que généralement, quand nous parlons de nos droits, nous feignons ne pas savoir l'existence de nos devoirs.
nous ne pensons qu'à nos droits. Dans la constitution de notre pays, en réalité, on retrouve 3 générations de droits, un peu comme partout dans le monde, à partir de la déclaration universelle. Vous avez les droits civils et politiques, c'était la première génération de droits. Viennent après les droits économiques, sociaux et culturels, c'est la deuxième génération de droits. Et enfin, le droit collectif. Pour aller vite, dans les droits civils et politiques, on peut citer l'égalité à la naissance, l'égalité devant la loi. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de grands et de petits citoyens. Ça, c'est ce qui est dit sur le terrain, ce n'est pas toujours ça. Absence de discrimination en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques. Le droit d'être électeur et d'être élu. La parité entre hommes et femmes. Le caractère sacré de la personne. Donc le caractère sacré de la vie humaine. La liberté de pensée, de conscience, de religion. Le droit à l'information. La liberté de réunion, de manifestation. On trouve aussi dans la deuxième génération les droits économiques, culturels et sociaux, par exemple, le respect de la propriété privée. La Constitution encourage l'initiative privée, la liberté d'association, le droit de travail, le droit de grève, la santé, la sécurité alimentaire, le logement décent, l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. Même si cela n'est pas toujours le cas, mais la Constitution a prévu ces droits. Les droits collectifs. Nous aspirons tous à la paix, à la sécurité, à la protection des intérêts légitimes des Congolais. Nous devons protéger les Congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le fait de pouvoir vivre dans une communauté en coexistence pacifique, le vouloir vivre ensemble, un environnement sain, et ainsi de suite. S'agissant des devoirs, je voudrais épingler quelques-uns. Par exemple, on dit toujours nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est censé connaître la loi, même si ce n'est pas toujours le cas. Notre devoir aussi, c'est la défense de notre pays et son intégrité territoriale. C'est un devoir de citoyen congolais. L'obligation, par exemple, de nous acquitter des impôts et taxes. Le renforcement de la solidarité nationale, la protection de la propriété, des biens, intérêts de l'État, le respect de la propriété d'autrui. Quand on aligne tous ces droits, pour parler donc d'un état de droit, et quand on essaie d'évaluer, faire un état des lieux, est-ce que tout ce que la Constitution a prévu, que je viens de rappeler très rapidement, est-ce que tout cela, ça s'applique? Généralement, on prend le cas de ceux qui croient que tout ne va pas bien. Mais il faut se détromper. Tout ne va pas aussi mal que ça. Parce que depuis, par exemple, le 24 avril 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de pas qui ont été franchis dans le sens de l'état de droit. La liberté d'expression, la liberté de création des associations et des partis politiques, la tenue de réunions, sans toujours qu'il y ait beaucoup d'obstacles administratifs ou juridiques, les grèves, même les agents de l'État vont en grève, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années.
Il y a même de manifestations, de marches. Elles ne sont pas toujours interdites. Certaines sont autorisées et certaines sont même encadrées par la police. C'est déjà un grand pas en avant. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nos droits, c'est partout dans le monde, c'est la lutte de peuple pour recouvrer le droit. Et cette lutte, elle est permanente. La Constitution a prévu toute une série de droits. Mais maintenant, ça c'est le travail qui a été fait par le constituant. Mais ce travail fait par le constituant doit être poursuivi par les structures de l'État. Le gouvernement, ça veut dire l'exécutif, le parlement, ça veut dire les législatifs et les judiciaires. Et aussi la société civile. Et aussi la société civile. Voilà d'ailleurs pourquoi dans le pays il existe pas mal d'organisations qui s'occupent des droits humains. Mais malheureusement, on s'aperçoit aussi que beaucoup d'entre nous, hommes politiques, officiers, nous ne travaillons pas toujours pour la consolidation de l'état de droit. Très souvent, pour nos propres intérêts, nous sommes prêts à trahir le pays, à nous allier avec tous ceux dans le monde, en Afrique ou dans le monde, veulent truander notre pays, veulent détruire notre pays. Est-ce que l'état de droit est une réalité en République démocratique du Congo ou un mythe? À travers les quelques exemples que je venais de vous donner, on ne peut pas dire que c'est un mythe. Ce n'est pas un mythe. Les constituants a prévu. Les efforts sont déployés. Ça veut dire chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'il y a un nouveau parlement, il faudrait que les uns et les autres ajoutent à l'édifice qui est en construction, parce qu'un état de droit, c'est un édifice en construction. Il ne faut pas croire qu'il tombe comme ça ex nihilo. C'est un édifice. Il faut chaque fois amener des briques, de nouvelles briques. À l'arrivée de la FDL, et puis après il y a eu le régime du président Joseph Kabila, et puis maintenant c'est le régime du président Félix Tshisekedi. Il faudrait que chaque fois qu'il y a une alternance, que ceux qui arrivent aillent toujours de l'avant en matière de l'état de droit, parce que la Constitution a tout prévu. Maintenant, il faut appliquer. Il faut appliquer. Donc, on ne peut pas considérer l'état de droit comme un mythe. C'est une réalité, mais cette réalité, il faut la construire chaque jour, il faut la consolider. Est-ce que l'état de droit est une vision ou une illusion? L'état de droit ne peut pas être une illusion, mais c'est une vision. Une vision, c'est une situation la meilleure vers laquelle on doit tendre. Un homme politique a une vision. Il se dit, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, voilà ce que je voudrais que mon pays soit. Je l'ai trouvé au point A, je fais en sorte que demain, il arrive au point D, il arrive au point M, et au point N, et pourquoi pas au point Z. Ça, c'est une vision. Donc, on ne peut pas considérer un état de droit comme étant une illusion. Même si aujourd'hui, l'état de droit n'est pas encore ce que nous aurions souhaité, mais nous devons continuer à œuvrer, et principalement ceux qui gouvernent le pays, pour appliquer ce qui est prévu dans la Constitution. Et quand eux, ils n'appliquent pas, il appartient à la société civile de se tenir debout pour dire « Nous ne sommes pas d'accord avec ça, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de violer la Constitution. » Voilà le combat qui a été mené à un certain moment pour les élections, au moment où nous avions le... C'était quoi qu'on appelait encore
en 2016, où il y a les glissements. Donc, il y a une marche pour dire à ceux qui gouvernent que non, que le mandat se termine à... Parce que la Constitution a prévu que le mandat était de 5 ans. Alors, au terme de 5 ans, il faut organiser les élections. C'est parce qu'il y a eu une marche, c'est parce que la société civile s'est mise debout. Est-ce que l'état de droit est un projet de réforme ou un projet d'éthique? Les deux. Un état de droit, c'est une réforme par rapport à la situation, comme on dit à la terme économique, ex ante, la situation de départ. Ce sont les réformes qui permettent de bousculer les habitudes et de pouvoir imprimer une nouvelle manière de penser, un nouveau mode de comportement dans une société. Je donne un exemple rapide. À partir du 17 mai 1997, quand l'AFDEL a pris le pouvoir ici, tout n'était pas bon dans l'AFDEL, mais nous avons constaté dans la ville de Kinshasa que pour la première fois, les Kinois ont commencé à se mettre au rang pour entrer dans les minibus. Nous avons constaté que pour la première fois dans la ville de Kinshasa, quand il y avait 12 places dans les minibus, il n'y avait que 12 personnes qui y prenaient place. Alors qu'avant, les gens, ils pouvaient même mettre 20 ou 30, là, ça arrête plus aujourd'hui. Vous voyez un taxi où il y a à peine 4 places, ils sont souvent à 8, voire même à 9. Même dans le coffre, si vous allez vers Maluku, Nsele, vous allez voir des Congolais, des citoyens dans le coffre d'une voiture. Et ils acceptent. Donc, c'est véritablement une réforme qu'il faut procéder. Depuis 1960, la loi fondamentale avait déjà prévu dans une loi du 17 juin 1960 les libertés publiques. Et quand les Congolais se sont réunis pour la première fois à Luambo en 1964 pour élaborer notre première constitution, dans un titre de cette constitution avait prévu 36 articles sur les droits fondamentaux. Alors que dans la loi que les Belges nous avaient laissée, il n'y en avait que 18. Donc, c'était déjà une réforme. Et quand en 2006, on a adopté la Constitution au mois de décembre par référendum, et que la Constitution actuelle a été promulguée par le président de la République en 18 février 2006, dans cette Constitution, on trouvait déjà les 3 générations de droits auxquels je faisais allusion. C'était une réforme importante. Donc, la réforme existe. Mais malgré l'existence de la réforme, il y a un problème que nous avons, un problème d'éthique. Au Congo, il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus d'éthique parce qu'à tout moment, nous sommes prêts à la concussion, à la corruption, au détournement des deniers publics, au détournement des biens publics. Nous ne respectons pas la ponctualité. Les harcèlements sexuels dans les entreprises ou bien dans les bureaux de l'État, la fraude pendant les examens d'État ou à l'université, l'engagement des mercenaires pour rédiger les mémoires, les travaux de fin de cycle, même jusqu'aux thèses de doctorat. Les mercenaires ont été engagés pour rédiger des thèses de doctorat. La tricherie pendant les élections, l'achat de conscience aux élections de gouverneurs ou de sénateurs, ou des membres du bureau de l'Assemblée, des membres du bureau du Sénat. La corruption chaque jour des députés et des sénateurs. Donc, il y a un sérieux problème d'éthique qui constitue un obstacle à la consolidation de l'état de droit. Alors, chers frères et sœurs, et conclure.
l'habitude de dire, je l'ai déjà dit dans quelques émissions, au Congo, dans notre pays, nous parlons état de droit. État de droit, c'est chaque jour. Le terme, le concept est même galvaudé. Mais nous ne parlons pas de l'État. J'avais commencé au départ par définir un État et puis l'État de droit. Il n'y a pas d'État de droit sans État. Il n'y a pas d'État de droit sans État. Chez nous, comme l'abbé Peter le disait dans une de ses prédications, il y a trop de discours. Il disait Toti Kananoba, discours. Voyons un peu, nous parlons de l'état des droits. C'est des discours, c'est des slogans. Est-ce que nous avons un État? Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer que nous avons des sérieux problèmes. Au niveau national, il y a des groupes armés étrangers et nationaux qui contrôlent des grands espaces de notre territoire, qui lèvent des impôts et taxes à leur profit, qui exploitent nos ressources naturelles à leur profit, qui nous imposent une idéologie nouvelle, des modes de pensée, qui tuent nos frères et sœurs en toute impunité. Ils les chassent de leur village et ils occupent ces villages en conquérant. Pouvons-nous dire que nous avons un État qui vit d'une manière endémique sur l'ensemble des territoires nationaux. Une maman venait à la messe le matin, je crois la semaine passée, on lui a ravi son sac sur l'avenue, sur l'allée verte. Ça veut dire entre 6h moins les quarts et 6h. Toutes les provinces ici du démembrement, je prends le cas par exemple de la province de la Chopo avec le territoire de Bafouassende, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le territoire le plus vaste de la République, 42 000 km², plus ou moins. Mais dans 42 000 km², le commissaire, l'administrateur des territoires, il ne peut pas véhiculer. Il circule en moto. Et il n'y a pas de route. Or, la route, c'est le moyen qui permet à l'État d'administrer le pays. S'il n'y a pas de route, vous allez administrer les gens comment? Vous allez les connaître comment? Et l'est du pays, le nord, on dirait qu'ils sont laissés aux pays voisins. Les Centrafricains entrent à l'Équateur et dans la province orientale quand ils veulent. Les Ougandais, ils sont en permanence. Même quand vous dites qu'ils viennent d'entrer, faux, ils y sont déjà. Les Rwandais, ils sont toujours là depuis une dizaine d'années. L'économie, elle est contrôlée par les étrangers, pas par l'État congolais. Alors, si vous êtes dans la ville de Kinshasa, nous sommes venus ici en moto ou en voiture ou à pied. Mais regardez la circulation routière dans la ville de Kinshasa. Les gens roulent en sens interdit. Les gens utilisent même des véhicules volants à droite. Les passagers des taxis sortent sur la chaussée alors qu'ils devaient plutôt sortir du côté du trottoir. Chaque jour, vous entendez des sirènes. Pam, 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 pam. Donc, ceux-là, ils ont priorité. Et le reste des citoyens, quelle est leur place? Les Wewa, les taxibus et les chauffeurs de taxibus et des taxis qui créent des embouteillages et qui s'arrangent avec les policiers. Les policiers qui reçoivent de notre argent au vu et au su de tout le monde. Nous sommes l'unique pays où les policiers demandent de l'argent sur la place publique et tu lui donnes parce qu'il t'embête, il faudrait. Il dit, chef, moi il est qui m'a cassé. Madame, moi il est. Et vous voyez les ONZ, les ligablos dans tout le coin des rues. Les Maléwa, dans tous les coins des rues, dans tous les bureaux de l'État, il y a des Maléwa. Les bureaux de l'État. Ça veut dire que l'État n'est pas là. Il doit être mort. Parce que s'il était là, il ne pouvait pas accepter qu'on installe les Maléwa
là où il exerce sa puissance publique. Les églises, dans tous les quartiers, les gens crient à longueur de journée, toutes les nuits. Vous avez des taxes pirates. Je ne sais pas si vous savez dans quelles conditions nos concitoyens voyagent sur le bateau, il ne faut même pas appeler ça bateau, sur les embarcations qui naviguent sur le fleuve Congo. Vous avez déjà été à Kinshasa pour voir comment les gens voyagent. Et sur la route du Bas-Congo, des gens qui sont perchés sur des camions remplis de bananes ou de foufou ou de braise, et ils sont au-dessus. Ça n'inquiète personne. En Europe, les vaches ne sont pas transportées dans ces conditions-là. Chaque jour, nous manquons de l'électricité et de l'eau, alors que la Constitution dit que c'est un droit. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais terminer pour dire, c'est bien de parler de l'état de droit, mais nos autorités, nos gouvernants ont un effort à déployer pour refonder d'abord l'État, pour que la puissance publique de l'État s'exerce sur l'ensemble des territoires. Dans les archives de la République, on trouve que au Congo belge, il y avait 32 000 agents et l'autorité de l'État était présente partout dans le pays. La situation d'un État de droit, mythe. Vous avez, je ne sais pas s'il faut que je rappelle brièvement les différentes étapes du cheminement de la pensée du professeur Mukonda Ponza pour exprimer le thème qu'il a développé pour nous. État de droit, mythe, vision, projet de réforme ou d'éthique. Il a d'abord défini l'État. Qu'est-ce qu'un État? Ça se définit comment? L'État, par son espace, sa population, la puissance publique représentée par ses organes exécutifs, législatifs et judiciaires, mais également par la culture que l'État a, la culture de l'administration, de la gouvernance et de sa capacité. Alors, l'état des droits, c'est quoi? C'est la soumission de tous aux droits. C'est la soumission de tous aux lois de la République. Il y a des droits civils et politiques, les droits sociaux et économiques, les droits collectifs. Il n'est pas pessimiste, il dit qu'il y a quand même des projets qui ont été réalisés depuis le 24 avril 1990 et souhaite que les acteurs politiques et de la société civile contribuent à la construction de l'état de droit. Pour le moment, ce n'est pas le cas d'une manière générale. Alors, l'état de droit, c'est un mythe? Non, ce n'est pas un mythe. Et les efforts doivent continuer à se faire pour la construction d'un état de droit. État de droit, vision ou illusion? Non, ce n'est pas une illusion, c'est une vision chacun qui arrive doit œuvrer pour faire appliquer la Constitution et les lois de la République. C'est cela l'état de droit, et donc c'est une vision. L'état de droit, projet de réforme ou d'éthique, pour lui c'est les deux. La réforme a commencé déjà depuis la constitution de Labour, et puis il y a eu les différentes constitutions de transition, et puis finalement la constitution du 16 février, 18 février 2006. C'est vrai que l'État ne maîtrise pas toujours tout dans notre pays, notamment les statistiques démographiques et démographiques. Ma quitté de devoir, c'est de remercier l'abbé Curé pour cette opportunité de nous permettre cette conférence et surtout d'avoir en face de nous des notabilités
de haute facture pour animer cette conférence. Professeur, félicitations pour votre exposé. J'ai 1000 questions à vous poser parce que le thème est très intéressant. Vous avez fait l'état de la question. Vous avez suscité plusieurs sous-thèmes dans votre conférence. Vous avez notamment rappelé l'urgence de recréer l'État. En tant que professeur d'économie, je n'aimerais pas engager un débat parce que nous sommes un État fragile, un État post-conflit, un État qui non seulement a des difficultés par rapport à l'expression de la puissance publique, mais un État qui doit, plus que l'État, une puissance supranationale, les Nations Unies, qui n'arrive pas à éradiquer l'insécurité que vous avez relevée à l'Est de la République. C'est une parenthèse, je reviens à ma question. L'État de droit, c'est l'égalité de tous sur le territoire national, devant les lois de la République, ainsi que la protection pareille de tous les citoyens devant les lois de la République. Même au temps fort de la Seconde République, vous avez évoqué ici les droits fondamentaux des citoyens, les libertés publiques et la génération des droits civils, politiques et tout, les trois générations des droits humains. Mais même sur la Deuxième République, excepté peut-être les droits civils et politiques, les droits fondamentaux étaient consacrés. Mais la problématique congolaise, hier, avant-hier et même aujourd'hui, c'est de voir tout le monde répondre devant les lois de la République. Je suis content quand vous estimez que l'état des droits n'est pas un mythe. L'état des droits est une réalité. Je vais chuter, madame. À ce jour, monsieur le professeur, par rapport à la problématique congolaise de l'égalité des citoyens devant les lois de la République, est-ce que l'état des droits est une réalité sous cet aspect de l'égalité des citoyens devant les lois de la République? Avant-hier, on a dénoncé la classe des intouchables. Hier, la classe des intouchables. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a mis fin à la classe des intouchables? Merci, professeur. Je sais que les forces n'est pas juriste et économiste, puisqu'il a parlé de l'état des droits, il y a quand même quelques questions en rapport avec cet état des droits. Pratiquement, on ne comprend pas comment fonctionne l'État et droit. Il y a le paquet des grandes instances, cour d'appel, cour de cassation, conseil d'État, cour constitutionnelle, ainsi de suite. Animés par des éminents juristes, parfois formés dans les mêmes universités. Et ce que nous, les domaines de Montaigne, on ne comprend pas, lors de certains procès, qu'on puisse passer à un niveau de 20 ans de condamnation et à un autre niveau à l'acquittement. Quand on passe de 20 ans à l'acquittement, ça veut dire quoi? Celui qui a condamné à 20 ans, est-il incompétent? Il a été corrompu par rapport à celui qui l'a acquitté. Est-il incompétent ou il a été acquitté et il a été corrompu? On ne comprend pas ce décalage-là. Parce que nous, ingénieurs, quand quelqu'un fait un devis de 2 millions, vous ne trouverez aucun ingénieur qui va dire ce devis-là c'est 100 000. C'est toujours autour de 1 800 000, 2 millions, 200 000, ainsi de suite. Mais curieusement, chez les juristes, dans cet état de droit-là, on passe des condamnés à mort à 6 mois. On ne comprend pas. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Bon, je sais que la loi de l'offre et de la demande joue aussi dans ces domaines-là. Le transport. Quand on accepte que quelqu'un prenne une place dans un taxi qui a déjà 8 personnes, c'est qu'il a le choix. Ou bien il attend pendant 2 heures un autre taxi à 4 places, ou il les prend. Ça, c'est un problème de la loi de l'offre et de la demande. Un autre commentaire, nous avons vu des gens qui ont été gouverneurs, qui ont occupé de grandes fonctions, et subitement, ils viennent défendre leur mémoire. Comment quelqu'un qui a été gouverneur à l'intérieur pendant plus de 12 ans, subitement, il devient récipiendaire à l'université de droit en plus? Mais nous, ça nous dépasse. On se dit, est-ce qu'il connaît d'abord l'auditoire du premier graduat? Il connaît l'emplacement de l'auditoire du deuxième graduat, du troisième graduat? On ne comprend pas. Bon, un autre commentaire. Ça fait 20
de carte d'identité. Mais pourquoi on ne commence pas par ça? Nous, on nous ridiculise à l'étranger. Nous, on a traversé à Plaza ici, avec des collègues. Moi, heureusement, j'avais mon passeport. Quand on nous a demandé des pièces d'identité, les autres ont présenté la carte d'électeur. On nous a ridiculisé, on a dit la carte d'électeur, ce n'est pas une carte d'identité. C'est une carte qui est valable juste pendant la période d'élection. Et tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des cartes d'électeur. L'état des droits devrait commencer par ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Bon, voilà. Moi, c'est Jonathan Sabanga. Sabanga. Monsieur le professeur, j'ai suivi avec attention l'idée intéressante que vous avez soutenue, celle de la réforme de l'état de droit. Il me semble que l'état de droit n'est pas un concept congolais, c'est un concept qui a pris de l'âge. L'état de droit est un concept que nous avons importé, invité ici en Afrique. L'état de droit a des piliers, c'est-à-dire lorsqu'on parle de l'état de droit, on sait définir le base fondatrice de l'état de droit. Pensez-vous qu'en soutenant l'idée de la réforme de l'état de droit, je dirais congolais, ne fragilisez-vous pas la consistance d'une notion qui nous vient de l'étranger? Opportunité au professeur de répondre à cette première série de questions. Il y a 5 questions, mais je voudrais dire au prof Mambo qui m'avait fait une observation, qui est économiste, Edouard Mambo. Peut-être j'ai fait un lapsus en disant que l'état de droit existe. Dans la conclusion, je crois que dans mes notes que j'ai prises ici, j'ai dit les conclusions, les gouvernants des FON doivent redoubler d'efforts pour construire l'état de droit. C'était en résumé la conclusion du conférencier du jour. Prof, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer par les 2 derniers intervenants parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce que j'ai dit. Ils ont été distraits. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire la réforme de l'état de droit. Dans les thèmes qui m'ont été proposés par la commission, ils se sont posé la question, est-ce que l'état de droit est un projet de réforme? C'est à cela que j'ai répondu. Donc vous m'avez très mal saisi. À l'avenir, faites attention pour bien suivre le conférencier. À John Mwamba, c'est vrai que les intouchables existent. Ils ont existé, ils existent, et peut-être qu'ils existeront encore. Mais les grands efforts, je dis justement, si nous voulons arriver à instaurer réellement un état de droit, il ne faudrait pas qu'il y ait d'intouchables. Parce que nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Je ne voudrais critiquer personne. J'ai essayé de parler en général, pas de choses que je vante, pas de choses que j'ai rêvées, mais de choses auxquelles chacun de nous vit au jour le jour. Alors, à mon frère Mouniapara, il parle de jugements qui se font au niveau des juridictions. Bon, je crois que, je ne sais pas s'il y a un magistrat ici, et lui-même a bien dit que les connaissances en droit sont tout à fait fragmentaires, même si j'ai appris le droit quand même un peu à l'université, même si dans l'exercice de mes différentes fonctions, j'ai pratiqué un peu le droit, mais je n'ai aucune prétention par rapport aux juristes formés ou aux magistrats. Donc les jugements passent de, je ne sais pas moi, autant d'années de condamnation, et puis ça
c'est le problème au niveau des juridictions. Vous parlez des transports, mon frère Mouniapara, en disant que c'est un problème de l'offre et de la demande. Je suis d'accord avec vous. Mais aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre place à bord d'un taxi fait pour 4 personnes et vous vous mettez à 8 heures. C'est d'abord un risque que vous prenez vous-même. Et s'il y avait un État, comme certains semblent dire ici qu'il y a un État, mais l'État ne pouvait pas accepter, la police ne pouvait pas accepter que dans un véhicule fait pour 4 personnes qu'il y en ait 8. S'il y avait un État, comme certains le prétendent, on ne pouvait pas mettre des citoyens dans le coffre de voiture. Et cela se fait chaque jour. Alors, les anciens gouverneurs, il n'est pas interdit à un ancien gouverneur de suivre le cours dans une faculté et d'obtenir un diplôme. Il n'est pas interdit à quiconque, un ministre, un premier ministre qui a fait ses fonctions, il va faire la recherche et puis il défend un mémoire de master où il défend une thèse de doctorat. Ce n'est pas interdit. C'est que ce qui est mauvais, c'est le fait d'aller contre l'éthique, contre la morale. Vous allez donner de l'argent à l'enseignant de votre enfant pour qu'il ajoute de points à votre enfant. Ça, c'est mauvais. Vous allez payer un mercenaire pour qu'il rédige votre mémoire. Et à la défense, vous ne savez même pas défendre. Mais vous voulez seulement qu'on chante Allô, Guinaïe et ainsi de suite. Je crois qu'on fera 3 séries. Donc on prend la deuxième série, on commence cette fois-ci par ici, à côté, et puis là, et puis on ira derrière, on va aller. Bonjour les comités organisateurs. Nous sommes vraiment très contents pour nous édifier sur le thème d'aujourd'hui. Et nous avons quelques petites questions à vous poser. Vous avez parlé de l'état des droits, vous avez de l'état tout court tout d'abord, vous avez démontré la composition de l'état. Il y a les territoires, il y a le peuple, et puis il y a la puissance publique. Vous avez dit, c'est surtout sur la puissance publique qui pose le problème, puisque la puissance publique ne contrôle pas tous les territoires. Et vous avez parlé aussi de l'Est de notre pays qui est occupé par les groupes armés. Alors ma question est la suivante. Croyez-vous que les États-Unis qui étaient partis en Afghanistan, ils étaient partis tout seuls? Et les groupes armés, avec la guerre asymétrique qui se déroule au Mali et Burkina Faso. Qu'en dites-vous? Maintenant, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. La première. Les États-Unis. J'ai dit que la guerre asymétrique des terroristes, les États-Unis sont partis. Ils ont été frappés tout d'abord chez eux. Ils sont partis en Afghanistan. Ils ne sont pas partis seuls, ils sont partis avec l'OTAN. Qu'en dites-vous? Sur notre territoire pour faire la guerre à notre place. La deuxième insinuation de la question, je vous demandais que pensez-vous des terroristes qui sont au Mali et Burkina Faso, qui sont combattus par Les droits de l'homme, les droits humains. Et quand les droits s'inscrivent dans la protection et l'autorisation des droits de l'homme, vous avez libéré trois catégories de génération, droits politiques et civils, droits économiques et sociaux, droits politiques. Je suis d'accord avec vous, sur les plans normatifs, il y a une avancée, là c'est incontestable. Mais dans la pratique,
les droits économiques garantis. Parce que si la RDC a des difficultés, c'est sur les plans des droits économiques et pas des droits politiques. Liberté d'expression, c'est ici à Kinshasa. Mais quand vous descendez à l'intérieur, là-bas, des mamans qui travaillent à l'école, ce n'est pas que c'est. Mais les droits économiques en est-il? Quelle est la politique salariale que tous les gouvernements ont posée dans notre pays ici? C'est ça le nez des problèmes. Et quand vous comprenez que les droits, état des droits, c'est inégalité, non pas sur les plans normatifs, bien sûr. Mais dans la réalité, une abstraite, une concrète, c'est comment? Je voudrais que vous puissiez nous expliquer sur les plans des droits économiques, les efforts que tous les gouvernements ont fournis pour améliorer l'évolution sociale de la. Parce que les gouvernements partout dans le monde ont comme mission essentielle de préparer le mieux-être de la population. Tous les différents gouvernements s'essayent de faire des choses aujourd'hui. Quelles sont les bonnes conditions qui sont améliorées pour les biens de la population congolaise? J'ai dit que je vous remercie. Merci Chantal. Merci prof. Je vous épargne toutes les félicitations. Je vais partir d'un cas concret, prof. Ah, Joseph Caprica. Merci Chantal. Je parle d'un cas concret. Je demande au professeur, vous êtes professeur des universités, est-ce que le niveau du Congolais est-il différent des niveaux des autres citoyens des autres pays? Je prends un petit exemple. Quand on dit par exemple ici, Togo est troisième banque, vous avez évoqué ce problème-là. Il y a des gens qui se croient spéciaux, qui font exception. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi nous, Congolais, sachant que telle chose est mauvaise, comme vous avez parlé par exemple de la corruption, pourquoi moi, Congolais, je sais que corrompre c'est mauvais? Très complexe. Si vous commencez à comparer ce que font les États-Unis de la situation de notre pays, je crois que vous allez un peu trop loin. Parce que quand vous dites que les États-Unis sont allés en Afghanistan, ils ne sont pas allés seuls. Je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé avant entre les États-Unis et l'Afghanistan. Est-ce que savez-vous que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont financé les terroristes? Donc, n'allez pas sur ce terrain-là, parce que vous vous limitez sur la partie visible de l'iceberg. Mais il y a la pierre qui se trouve sous la mer et qu'on ne voit pas. C'est la même chose quand vous parlez du Mali et du Burkina Faso. Je crois que vous suivez les informations. Vous savez que c'est la chute de Kadhafi qui est à la base du terrorisme dans le pays du Sahel. Donc, n'allez pas sur un terrain distant. Alors, qui est responsable de la fragilité de l'État aujourd'hui dans notre pays et de la faiblesse donc de la puissance publique? Mais c'est nous les Congolais. Ce sont les dirigeants. Voilà pourquoi tout à l'heure, en terminant, j'ai dit que avant l'indépendance, l'État colonial qui était ici avait une armée, avait une police, et ses fonctionnaires n'étaient que 32 000. Mais vous alliez dans n'importe quel coin de la République, l'État était là à travers la police, à travers les bureaux de poste, à travers la présence de l'administrateur des territoires, de l'administrateur des territoires assistants. Tous ces gens étaient bien payés, ils étaient logés, les militaires étaient dans des camps, ils recevaient une ration, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est profond. Il ne faut pas croire que, en parlant de l'État aujourd'hui, je suis en train d'accuser le président Tshisekedi actuel ou que j'accuse le président Kabila parce que, bon, les Congolais cherchent toujours des raccourcis. Je parle de l'histoire de notre pays. La fragilité de l'État congolais n'a pas commencé en 2022. Elle a même commencé en 1960, si vous ne savez pas. Ce n'est même pas Mobutu qui a... C'est en 1960. Tout simplement parce que le Congolais n'avait pas été
formés par les Belges pour assumer les responsabilités qui allaient être les leurs le jour de l'indépendance. Ni Kasavubu, ni Lumumba, ni tous les autres ne savaient comment doit fonctionner un État. Il n'y a aucun. Dans une conférence, il n'y a pas longtemps, dans le cadre du CLC à Saint-Joseph, j'ai même expliqué que tout le Congo, l'État congolais s'est effondré le 30 juin 1960. Pourquoi? Parce que le premier gouvernement qui a été formé par Lumumba, à la première réunion du Conseil de ministres, cette réunion se tient le lundi 4 juillet 1960. Vous savez qu'est-ce que Lumumba et ses ministres ont fait au cours de cette réunion? Ils se sont partagés les maisons. Ils se sont disputés quelle maison tel ministre doit prendre, quelle voiture tel ministre doit prendre. Parce qu'ils n'avaient pas compris les implications de l'indépendance, de la gestion d'un État moderne. Le 4 juillet, c'est le même jour que la mutinerie a commencé de la force publique. Le 11 juillet, c'est l'indépendance du Katanga. Et puis après, c'est le conflit entre Lumumba et Kasavubu. Et puis après, les hommes de Lumumba se sont retirés à Kisangani avec leur gouvernement. Et puis après, Kalonji crée l'État du Sud Kasaï. Donc, l'effondrement de l'État congolais, ça ne date pas ou bien de Mobutu, ou bien de Kabila, ou bien de Tshisekedi. Quand on en parle aujourd'hui, il ne faut pas croire qu'on s'attaque aux dirigeants actuels. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Voilà pourquoi je ne cesserai d'insister sur la refondation de l'État. Il faut refonder l'État de telle manière que l'État joue effectivement le rôle qui est le sien, comme on le fait partout dans le monde. Alors, Kyoto parle de droits économiques. Justement, je dis que tous les droits sont repris dans la Constitution. Il y a des avancées significatives pour un certain nombre de droits, mais pas tout. Justement, quand vous parlez en matière de droits économiques, combien de Congolais n'ont-ils pas un travail? Et pourtant, le droit au travail est dans la Constitution. Combien de Congolais ne mangent-ils pas à leur faim? Et pourtant, ce droit est repris dans la Constitution. L'eau et l'électricité, c'est repris dans la Constitution. Voilà pourquoi je disais aussi qu'un effort doit être déployé par ceux qui gouvernent, par ceux qui parlent au nom de l'État. Mais la société civile, ça veut dire que nous tous qui sommes là, nous avons étudié. Nous ne sommes pas comme nos parents qui sont au village, ceux de 1960. Nous sommes tous bardés de diplômes universitaires. Donc c'est à nous de nous battre au jour le jour pour que ces droits qui sont prévus dans la Constitution soient réellement d'application. Est-ce que les niveaux, Joseph Kabwika, est-ce que les niveaux du Congolais ici est-il différent des autres? Pourquoi notre comportement? Non. Nous avons fait les mêmes études. Et même ceux qui n'ont pas étudié. Tout ce qui se passe dans notre pays, vous serez d'accord avec moi ou pas, c'est la faiblesse de l'État. L'État congolais est déliquescent. On a un président de la République, on a un premier ministre, on a tout ça. Et ça sont des hommes. Mais les structures, elles, ne sont pas fonctionnelles. Un État ne peut pas, si un État, il ne peut pas corrompre ses députés. Si un État corrompt ses députés, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons pris le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est très important. Ça veut dire quoi? Tout comme Kasavubu et Lumumba, qui ne savaient pas faire de l'indépendance. Mobutu et les autres généraux ne savaient pas non plus. Est-ce que ça a été différent en 97 à l'arrivée de la FDL?
la Kinshasa, n'a-t-on pas parlé de la diasporie? Est-ce que les choses ont changé avec l'arrivée de Joseph Kabila? Est-ce que les choses ont-elles changé avec l'arrivée du président Tshisekedi? Donc, ce n'est pas que j'en veux à quelques personnes, mais si vous analysez froidement les choses, vous voyez que dès le départ, on est parti d'un mauvais pied et on continue à partir sur ces mauvais pieds. Alors, quant à Jean-Paul Lemoyato, parler de la refondation de l'État, ça va être vraiment long, mais si vous voulez, peut-être plus tard, on peut organiser pas seulement une conférence, même un entretien entre paroissiens. Il dit, professeur, vous parlez de la refondation de l'État, mais qu'entendez-vous par là? Je ne suis ni juriste, ni politologue, je suis un économiste, mais qui a quand même un minimum d'expérience. Il a travaillé, il a vécu au village après avoir été ministre pendant 4 ans, qui a vécu avec les villageois et qui a beaucoup appris. Je peux vous dire ce que moi je pense, quelles sont les pistes que je propose. Merci. Merci beaucoup. Merci, oui, merci beaucoup d'applaudir parce que nous allons mettre un terme. Je suis désolée pour ceux qui ont encore des questions. Vous avez vu le curé est venu me parler, c'est pour me demander qu'on arrête parce qu'il y aura d'autres réunions qui doivent se tenir ici et les personnes sont déjà là et attendent. Non, je suis désolée. Comme le professeur l'a dit dans sa conclusion, on peut organiser des échanges entre nos paroissiens pour parler, pas nécessairement dans le cadre de la commission des intellectuels, mais on peut décider, on se donne rendez-vous le dimanche prochain, on se retrouve ici ou à l'école pour échanger et discuter sur la refondation de l'État. Je suis désolée, messieurs. Merci d'être venu ici, mais ça sera pour une autre fois. Vous êtes tombés sur l'opportunité de suivre cette conférence. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était pour le paroissien de Saint-Luc, mais nous sommes touchés que vous soyez déplacés pour venir suivre cette conférence. Voilà, nous allons mettre un terme. Merci pour toutes vos questions qui ont permis d'enrichir la réflexion du professeur Mokoda-Kota. Justement, dans les futurs échanges, on pourra continuer et reparler de ces thèmes qui est très très important. L'état des droits, il faut d'abord que l'État existe et exerce dans toutes ses prérogatives. L'État, il a dit, c'est la population, c'est l'espace et la puissance publique. Et donc nous tous, nous devons aider nos populations, citoyens, nous devons, comme il a dit d'ailleurs, tous les acteurs doivent aider l'État à reconstruire sa puissance publique. Mais la puissance publique, elle devrait s'imposer à tout le monde pour qu'il n'y ait pas de troisième bande, pour qu'il n'y ait pas de ceci, pour qu'il n'y ait pas de tricherie, pour qu'on respecte toutes les règles qui sont établies. Et juste pour terminer en rigolant un peu, dans la circulation, là on voit justement notre mentalité de troisième bande. J'étais sur Comorico et ceux qui sont toujours pressés qui créent des bombes. Et moi je lui ai dit, monsieur, je me demande d'aller sur le trottoir. Je lui ai dit, non, vous rentrez là-bas. Moi je suis sur ma bande. Et il y a une pauvre dame qui marchait sur le trottoir et qui a assisté à notre échange. Et puis elle s'écarte du trottoir, elle descend, elle dit, l'école de Yahoo, l'école de Kabarawa. Vous voyez la mentalité, à quel point, moi je dis, madame, donc, yo olingi, na matana trottoir, na kutayo, nzela o basala pour na piéton, pour na nati que la indiscipliné pour l'État. Donc vous voyez, nous avons, nous tous, un rôle à jouer dans le rétablissement de la puissance publique. Merci. Vous aurez des invitations certainement les jours à venir, certainement après Pâques. Mais ici à l'église, c'est tous les doyens qui sont réunis, sont les gens qui viennent de voir